Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre troisième épisode de webinaire ou séminaire en ligne en français. Tout d'abord, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous recevons de plus en plus de demandes de votre part. Merci. Le sujet de ce séminaire en ligne aujourd'hui est l'introduction du système comptable et fiscal chinois. Afin de gérer votre entreprise de la façon la plus efficace possible, il est nécessaire pour les départements ou directeurs financiers de votre entreprise de connaître tous les coûts potentiels qui seront à prévoir avant d'investir en Chine et de créer des postes de dépenses nécessaires pour opérer de façon optimale sur le marché. Durant ce séminaire en ligne, nous tâcherons de fournir des informations introductives destinées aux départements financiers sur le système comptable chinois, ainsi que des astuces de base sur la façon de lire un rapport de gestion financière chinois. Nous fournirons ensuite un aperçu sur les principaux impôts, la façon dont ils sont calculés et déclarés, de façon à créer des budgets nécessaires et à se conformer à la réglementation locale. Avant de commencer la présentation, je souhaiterais juste vérifier que tout le monde m'entende bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur l'onglet avec la main pour confirmer. Sinon, n'hésitez pas à vous manifester sous l'onglet « Questions » et nous essaierons de régler le problème. Je vous informe également que la présentation aujourd'hui en ligne est enregistrée et que le support de cette présentation vous sera distribué par mail à la fin de la session. Juste pour vous présenter dans un premier temps notre société, Color Group est une entreprise du groupe CSC, qui est une société internationale de conseil en gestion et en comptabilité, fondée en 1979 à Hong Kong. Nous fournissons des services de conseil en matière d'entrée sur le marché, d'enregistrement de sociétés, de fiscalité, de comptabilité et de ressources humaines aux entreprises souhaitant s'implanter ou étendre leurs activités à Hong Kong, Singapour ou en Chine. Nous assistons principalement les investisseurs étrangers et les accompagnons en répondant à toutes les questions de conformité qui peuvent se poser, qu'elles soient juridiques, fiscales ou comptables, lors de leur entrée ou de leur expansion sur le marché chinois, mais aussi à Hong Kong et à Singapour. Notre atout est que nos équipes parlent plus de 10 langues et que nous pouvons donc parler à nos clients dans leur langue maternelle. Un mot également pour me présenter, je suis juriste interne et responsable du département français au sein du bureau de Shanghai de Color Group. Je conseille et représente nos clients occidentaux sur des sujets juridiques principalement, mais également de fiscalité, comptabilité et de transactions commerciales, non seulement lors de leur entrée, mais également lors de leur développement sur le marché chinois et enfin sur la fermeture de leurs entités en Chine. Je suis diplômée du certificat d'aptitude à la profession d'avocat du barreau de Paris en France et j'interviens donc en priorité pour nos clients français et francophones. J'ai eu l'occasion de participer à des conférences sur le droit des entreprises et du travail en Chine auprès des différentes chambres de commerce desquelles nous sommes membres et j'assiste également notre entreprise dans la rédaction de plusieurs articles en la matière que vous pouvez suivre sur notre site internet en enregistrant votre adresse email sous la rubrique chinainvest.biz. Voilà pour l'introduction. À présent, commençons la présentation. Je vais commencer ce séminaire en ligne par une présentation introductive du système comptable chinois, et en particulier des 5 mantras du système comptable chinois. Sur la slide, vous pouvez lire une liste des 5 points principaux à prendre en considération en termes comptables pour un directeur financier ou un PDG développant son système financier en Chine. Le premier est de comprendre les grands principes comptables chinois en comparaison avec ceux du reste du monde. Je ne peux pas dans l'immédiat vous fournir un exemple concret sur cette différence parce que cela dépend principalement du système comptable utilisé dans le pays dans lequel vous vous trouvez, par exemple IFRS, etc. Mais il y a de vraies différences entre le système comptable chinois et ceux du reste du monde et vous devez comprendre la façon dont la comptabilité est effectuée en Chine en termes de principes comptables, afin de savoir ensuite comment lire les rapports comptables mensuels, ainsi que d'utiliser ces rapports pour en consolider d'autres au niveau du siège de votre entreprise. Le deuxième mantra sont les rapports financiers mensuels.
qui sont extrêmement importants en Chine, en particulier en raison des déclarations d'impôts qui sont, elles aussi, également mensuelles. Donc, les déclarations d'impôts mensuelles sont l'impôt sur les bénéfices, la TVA et l'impôt sur les sociétés. Ces rapports financiers mensuels doivent être effectués avant une certaine date limite, afin que les déclarations d'impôts puissent elles-mêmes être effectuées avant une date limite imposée par les autorités. Voilà pour le rapport de gestion financière mensuel. Concernant le rapport de gestion financière de fin d'année, ils sont également extrêmement importants, en particulier puisque toutes les entreprises doivent considérer l'année calendaire comme leur année fiscale, donc de janvier à décembre de chaque année. À ce propos, des exceptions au principe de l'année fiscale calendaire peuvent être demandées et il faut effectuer une demande aux autorités fiscales afin de pouvoir se voir octroyer cette permission. Cependant, cette demande ne concerne réellement seulement que les plus grandes entreprises mondiales qui ont un nombre très conséquent d'entités situées en Chine. En termes de délai, comme les rapports financiers de fin d'année doivent être terminés avant la fin du mois de décembre de chaque année, principalement en raison du fait que les déclarations d'impôts doivent être effectuées avant la mi-janvier, il y a un temps très court pour effectuer ces rapports financiers et ces déclarations fiscales annuelles. Ici, une astuce que je peux vous donner est d'effectuer des vérifications chaque mois. Ça vous permettra de voir si des ajustements doivent être faits le mois suivant, ainsi que de les faire en temps voulu. Quatrième point important. Avez-vous besoin de 2 rapports de comptabilité? La plupart des investisseurs étrangers ont en effet 2 comptabilités. Une comptabilité basée sur le système comptable chinois, en vertu duquel les déclarations d'impôts sont effectuées en fonction de ces rapports de gestion financière, et une comptabilité fondée sur les revenus consolidés, qui peuvent être effectués selon les règles IFRS, par exemple ou d'autres systèmes comptables. 5e élément extrêmement important, peut-on trouver un comptable fiable et compétent et surtout parle anglais en Chine? À ce propos, vous avez beaucoup d'options qui s'offrent à vous sur le marché. En particulier, beaucoup d'options s'offrent à vous quant à la façon de développer votre système financier sur le marché chinois. Si vous êtes une start-up et que vous souhaitez savoir comment créer un système sans vraiment beaucoup s'y connaître, le plus simple pour vous est d'externaliser votre comptabilité. Vous allez déléguer votre comptabilité à une entreprise extérieure qui a déjà un logiciel de comptabilité qui a préalablement été approuvé par le Bureau des impôts. Ce système est donc déjà prêt, déjà rédigé en 2 langues et il a été déjà utilisé. Ce qui veut dire pour vous que vous n'aurez pas à vous soucier de l'achat du logiciel de comptabilité ni de la façon dont le logiciel doit être utilisé. En plus de cela, vous aurez à votre disposition une équipe de comptabilité de tous horizons, managers, comptables expérimentés, qui vous aideront à développer un système ou un mode de fonctionnement mensuel qui correspond à votre business plan, ainsi qu'à la façon dont votre équipe financière a de gérer votre comptabilité. Une autre question que vous pourrez me poser sera la suivante. Autrement, pouvez-vous trouver des comptables chinois parlant anglais? Bien évidemment, dans les villes de type premier tiers, Tier 1, oui, bien sûr, vous pouvez trouver de très bons comptables parlant très bien anglais. Le souci pour nous n'est alors pas l'anglais, mais plutôt la façon de communiquer. Il faut en effet que vous trouviez un comptable qui a l'expérience de diriger une entreprise étrangère, qu'elle soit une société à responsabilité limitée ou un bureau de représentation. Si le comptable que vous voulez recruter a eu de l'expérience de travailler, par exemple, pour une trading, une entreprise de logistique, une manufacturing, il saura alors comment gérer une exemption de TVA, un remboursement de TVA. Il saura comment parler aux officiers du bureau des impôts et comment négocier avec eux. Tout cela s'apprend avec l'expérience du terrain. Donc, si vous recherchez un bon comptable qui peut vous aider avec la gestion quotidienne de votre comptabilité dans votre entreprise, vous ne devez pas rechercher un jeune diplômé, parce qu'il sera évidemment moins cher que d'autres qui ont 10 ou 15 années d'expérience, mais il ne pourra pas vous fournir ce type de conseils. Vous devrez donc vous concentrer sur le degré d'expérience de la personne que vous allez embaucher en tant que comptable interne à votre entreprise, plus que son niveau de langue, qui sera
je pense, une priorité secondaire. Enfin, on oublie souvent de se demander, est-ce que votre comptable peut vous aider? Est-ce que votre comptable, par exemple, peut-il vous aider à optimiser vos déclarations d'impôts? Les entreprises de comptabilité vous fournissent évidemment ce type de service, mais lorsque vous embauchez directement votre comptable en interne, il faut vraiment que vous vous assuriez que vous pouvez bénéficier de ce type de service. Donc, en résumé, les grands points sont vraiment de comprendre les principes comptables chinois et de savoir si vous utilisez une entreprise de comptabilité extérieure ou si vous embauchez votre propre comptable ou équipe de comptables. Retenez bien à ce propos que vous devez soumettre votre comptabilité en langue chinoise, donc avoir une version de votre rapport de gestion financière en anglais ou même une troisième version dans la langue de votre siège. C'est extrêmement utile. À ce propos, la plus grosse erreur que j'ai pu observer de la part de nos clients est qu'ils ne lisent pas les rapports de gestion financière et ils ne font pas attention aux chiffres ni au statut d'entreprise. Nous avons eu en effet des clients qui ne posent absolument aucune question sur les rapports de gestion financière, ce qui est dommage parce qu'ils perdent des informations sur la façon dont ils pourraient optimiser la gestion de leur comptabilité. À présent, parlons des autorités fiscales. Nous venons de parler dans les grandes lignes de la façon dont est organisée la comptabilité en Chine. La question suivante dans notre raisonnement est donc logiquement, qui sont les autorités fiscales chinoises? Comment les autorités fiscales prennent-elles des décisions et comment peut-on négocier avec ces autorités? Il s'agit ici d'un sujet crucial. À ce propos, j'ai mis une citation qui me paraît extrêmement instructive et que je vais vous traduire. Si vous connaissez votre ennemi et que vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre l'issue de 100 de vos batailles. Pour reformuler, si vous connaissez votre bureau des impôts et que vous savez quels sont vos objectifs, vous n'avez pas à craindre de négocier ce que vous voulez avec votre bureau des impôts. De plus, le bureau des impôts n'est pas forcément à voir comme un ennemi. Vous le verrez comme un ennemi quand vous arriverez en Chine, mais vous allez vous rendre compte que si vous êtes transparent avec lui et que vous définissez une stratégie claire que vous lui expliquez, votre agent des impôts pourra vous aider et éventuellement vous donner des astuces sur la façon dont vous devez vous acquitter de vos impôts. Bon, évidemment, l'objectif d'un agent des impôts est toujours de collecter le plus d'impôts possible. Il va donc analyser en détail la situation de votre entreprise pour savoir si vous remplissez réellement les critères de la procédure, par exemple d'allègement fiscal que vous allez demander. À présent, penchons-nous sur la façon dont les impôts sont organisés en Chine, en particulier les bureaux des impôts. À Shanghai, par exemple, vous allez vous enregistrer dans un district et votre bureau des impôts dépendra du district dans lequel votre entreprise sera enregistrée. Par exemple, prenons un exemple, celui du district de Jing'an. Si votre entreprise est enregistrée à Jing'an, vous devez vous enregistrer impérativement au bureau des impôts de Jing'an. Et là, vous devez savoir qu'à Shanghai, comme dans toutes les autres villes en Chine, il existe un classement des bureaux des impôts qui rapportent le plus de recettes fiscales. Donc, pour reprendre le fil de notre propos, une fois que vous êtes en possession de votre certificat d'enregistrement fiscal, qui est à présent combiné dans votre licence commerciale, vous devez prendre rendez-vous avec votre agent des impôts pour présenter votre entreprise. Aussi disproportionné que cela puisse paraître, le mieux est de venir au bureau des impôts accompagné du PDG du siège de votre entreprise pour qu'il ait l'expérience de la façon dont les bureaux des impôts en Chine sont organisés. Il faut également qu'il ait l'expérience de la façon dont les impôts y sont déclarés. Puisque vous devez bien vous rendre compte qu'il s'agit ici d'un fonctionnement extrêmement archaïque. On doit faire la queue avec un petit ticket à l'entrée et attendre son tour patiemment jusqu'à ce que l'agent des impôts accepte de vous recevoir dans son bureau. Avec l'agent des impôts, votre rendez-vous va durer environ 30 minutes. À ce moment-là, vous devez lui expliquer pourquoi vous vous implantez en Chine,
quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous implanter en Chine. Et à ce moment-là, il va vous dire quelles sont vos obligations fiscales. Puis, après, vous allez vous faire une idée sur la question de savoir si vous voulez être assujetti au régime du réel normal ou GVAT taxpayer ou assujetti au régime de franchise ou small scale taxpayer, par exemple. Ensuite, à partir du moment où vous avez pris cette décision, vous devez revenir vers lui au bureau des impôts, demander des documents pour soumettre cette procédure. Alors, à ce moment-là, nous vous donnons un conseil. Ne considérez surtout pas que l'agent des impôts est votre adversaire, mais considérez-le bien plutôt comme un allié en l'impliquant dans les procédures pour lesquelles vous faites une demande. En revanche, vous devez être bien attentif, car au moment où vous demandez une exemption fiscale, c'est à ce moment-là précis que l'agent des impôts ne va pas travailler avec vous et va travailler contre vous. À ce propos, il faut vraiment que vous choisissiez ce qui est important pour votre entreprise et pour vous. Pour demander au supérieur une révision du rejet de votre demande par un agent des impôts, il faut que vous choisissiez votre combat. En effet, parfois votre demande va être rejetée par un agent des impôts. Vous allez demander par exemple une exemption et l'agent des impôts va rejeter votre demande. À ce moment-là, vous devez savoir que votre agent a un directeur qui lui-même aura un directeur au sein du bureau des impôts. Vous pouvez alors demander à chaque échelon de cette hiérarchie de revoir votre demande. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de choisir son combat. Il est important pour vous et pour votre entreprise, et également pour la relation que vous voulez entretenir avec votre agent des impôts, de savoir quel est le combat que vous voulez mener et quel appel vous voulez faire à propos de quelle décision. Si vous vous demandez systématiquement au supérieur de votre agent des impôts la révision de toutes ces décisions, vous allez vous faire détester par cet agent et il arrêtera de coopérer avec vous. Et vous verrez qu'un agent des impôts zélé peut vraiment beaucoup ralentir certaines procédures. En termes de procédure, plus vous remontez en haut dans la hiérarchie, plus les agents des impôts vont perdre la face. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous devez réellement choisir votre combat. En termes de contenu, la procédure est également assez directe. Si vous n'avez pas les documents justificatifs ou les formulaires demandés, votre demande va être rejetée purement et simplement. Et là, ça ne sert vraiment à rien de négocier. Vous n'avez pas les documents demandés par les autorités, votre demande est rejetée, point final. Bon, tous ces points sont en quelque sorte du sens commun, propre à la culture chinoise, mais ce sont des aspects que votre comptable et que votre entreprise de comptabilité va vraiment devoir mettre en place avec le bureau des taxes. Encore une fois, vous avez tout intérêt à venir avec votre comptable interne ou votre entreprise de comptabilité au bureau des impôts pour voir comment cela fonctionne en réalité. À présent, l'essentiel de notre propos aujourd'hui est réellement l'étude des différents impôts auxquels votre entreprise va être soumise en Chine. Et avant d'étudier les impôts sur les entreprises en Chine, penchons-nous quelques instants sur l'impôt sur le revenu des particuliers. Vous voyez sur cette slide, qui pour rappel vous sera distribuée à la fin de ce séminaire en ligne, le mode de calcul de l'impôt sur le revenu des particuliers n'est pas compliqué. Ce qui est plus complexe, en revanche, est la question de savoir qui est sujet à cet impôt sur le revenu des particuliers en Chine. Il s'agit là d'une évidence qui est cependant bonne à rappeler. Toutes les personnes qui ont un visa de travail et ou un permis de résidence en Chine sont évidemment soumises à l'impôt sur le revenu des particuliers. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de visa de travail ou de permis de résidence en Chine, mais qui sont tout de même soumises à l'impôt sur le revenu des particuliers. Ce sont ces personnes dont il s'agit dans le tableau qui apparaît sur ma slide. Pour les personnes n'ayant pas de visa de travail ou de permis de résidence en Chine, vous devez vous concentrer sur le nombre de jours passés en Chine. Si
vous avez passé moins de 183 jours en Chine en une année, c'est-à-dire une année calendaire de janvier à décembre. Vous n'avez pas à déclarer ni à payer d'impôts en Chine. En revanche, dès que vous dépassez ce seuil des 183 jours par an passés en Chine, vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu des particuliers. Nous avons beaucoup de questions chez Kohler de la part de nos clients qui nous disent qu'ils ne savent pas pour combien de temps leurs employés vont résider en Chine. Effectivement. Et c'est souvent ce qu'il arrive, en effet. Mais dès que vous savez que votre employé va résider plus de 6 mois en Chine, vous devez alors impérativement être transparent et commencer à déclarer les impôts de cette personne. À présent, quand vous souhaitez déclarer les revenus de cette personne, cela dépendra du traité de double taxation qui sera applicable. En effet, et cela dépend toujours du même traité en place, vous pourrez parfois déduire les impôts que vous paierez en Chine des impôts que vous payez dans le pays d'origine de l'individu ou de l'entreprise. Dernier point de cette slide, si vous êtes résident en Chine depuis plus de 5 ans, ce qui est de plus en plus fréquent en Chine, vous êtes légalement obligé de déclarer vos revenus à l'international en Chine. Cependant, là, vous pouvez éviter cette obligation en interrompant votre résidence fiscale en Chine. Pour cela, vous pouvez quitter le territoire chinois pendant 30 jours consécutifs ou quitter la Chine pour plus de 90 jours au total en une année calendaire. À ce sujet, nous avons beaucoup d'agents des impôts qui, même si ces deux conditions sont censées être alternatives, considèrent que ces deux conditions sont cumulatives et que les étrangers doivent respecter ces deux conditions. Donc, ma recommandation serait donc de remplir ces deux critères, même si ce n'est absolument pas pratique, pour éviter qu'un agent des impôts un peu trop zélé, qui a envie de faire grossir ses résultats, vous dise que vous n'avez pas respecté l'un des deux critères et que vous devez vous acquitter de l'impôt sur le revenu perçu à l'international. Quand pouvez-vous effectuer une telle démarche? Quand vous voulez. Dès que vous partez 30 jours consécutifs et 90 jours en tout sur une année calendaire, cela rompt votre calcul pour être considéré comme résident fiscal en Chine. En revanche, si au bout de 4 ans, vous n'avez toujours pas quitté le territoire plus de 30 jours consécutifs et 90 jours en tout sur une année calendaire, vous devez vraiment faire ces voyages au cours de la 5e année si vous ne voulez pas être considéré comme résident fiscal assujetti à l'impôt sur le revenu à l'international en Chine. Maintenant, évidemment, dans toutes les négociations contractuelles, qu'il s'agisse d'une négociation d'un contrat d'expatriation ou d'un contrat local, des indemnités ou allowances peuvent être octroyées aux salariés et ces indemnités peuvent être déduites d'impôts. La clé à ce sujet est de comprendre que les indemnités, pour être déduites d'impôts, doivent être mentionnées dans le contrat de travail de l'employé et soumis à l'approbation de l'agent des impôts. Autrement, les déductions fiscales ne pourront pas être effectuées et si vous avez commencé à déduire ces indemnités des impôts déclarés sans au préalable avoir soumis la liste des indemnités au bureau des impôts, vous serez bien embarrassé lorsqu'on va vous demander à la fin de l'année de montrer la décision de l'agent des impôts approuvant la déduction des indemnités pour votre salarié. Il est donc important de savoir quelles sont les indemnités déductibles et enfin, il est très important d'avoir toutes les FAPIAO correspondantes aux indemnités à déduire. Si vous n'avez pas de FAPIAO, qui sont les factures ou reçus officiels émis par toutes les entreprises, la déduction ne pourra pas être effectuée. Donc, ces 3 points, contrat de travail, approbation du bureau des impôts, FAPIAO, sont cruciaux afin de s'assurer que vous pouvez bel et bien déduire les indemnités de l'assiette fiscale que vous allez déclarer pour votre employé. À présent, penchons-nous sur la fiscalité des bureaux de représentation. Quels sont les impôts dont les bureaux de représentation doivent s'acquitter? Vous pensez déjà, un bureau de représentation est un bureau de liaison. Il ne produit donc pas de revenus. Et pourquoi un tel bureau de représentation devrait-il payer des impôts? Les bureaux des taxes chinois
considère que si vous avez un bureau de représentation en Chine, c'est que vous, en tant qu'entreprise étrangère à but lucratif, vous tirez des revenus de l'activité de votre bureau de représentation en Chine. C'est la raison pour laquelle vous devez payer des impôts sur les revenus estimés tirés du bureau de représentation en Chine. Les formules sur la slide calculent l'impôt sur les bureaux de représentation. La règle générale est que vous devez payer environ 10 à 15% d'impôts sur les coûts de ce bureau de représentation en Chine. Les dépenses propres au bureau de représentation doivent être prises en considération, par exemple le bail, les frais de maintenance, les salaires, les frais de communication, les biens, les dépenses de déplacement. Évidemment, la règle des dépenses du bureau de représentation tente à être contournée par les personnes assujetties à cet impôt en faisant passer certains coûts sur le compte du siège à l'étranger, de telle sorte que le bureau de représentation paye moins de dépenses et donc paye moins d'impôts. Bon là, attention à ces situations, votre auditeur, s'il est compétent, va vous poser des questions. Et votre agent des impôts va également vous poser des questions. Surtout s'il demande la photocopie du passeport des étrangers travaillant au sein du bureau de représentation et qu'il voit tous les voyages qu'ils ont effectués et demande alors où apparaissent leurs dépenses relatives au bureau de représentation. C'est la raison pour laquelle vous avez tout intérêt à être le plus clair et transparent possible vis-à-vis de votre bureau des taxes. Évidemment, les dépenses les plus évidentes doivent être déclarées et ne peuvent pas être prises en charge par le siège de l'entreprise hors de Chine. À présent, nous arrivons réellement au cœur du sujet de cette présentation, celui des impôts payés par les sociétés à responsabilité limitée en Chine. Le premier impôt est d'abord l'impôt sur les sociétés. Depuis 2008 en Chine, il y a un taux d'impôt sur les sociétés unifié qui est de 25%, peu important l'endroit où votre entreprise est implantée. Vous pouvez demander une réduction de cet impôt jusqu'à 15%, donc de 25 à 15%, si vous êtes une entreprise de nouvelles technologies ou une entreprise qui fait partie des industries listées dans le plan quinquennal dressé par les autorités chinoises. Des vacances fiscales sont également offertes aux entreprises appartenant à la liste des industries dites encouragées. Évidemment, si vous demandez une réduction ou une exemption fiscale pour votre entreprise, il s'agit d'une procédure difficile. Et si vous êtes une start-up, votre demande d'exemption ou de réduction fiscale va être le plus probablement rejetée, en particulier si vous n'avez qu'un seul employé. En effet, il faut que vous alliez en personne au bureau des taxes, demander quelles sont les conditions pour obtenir une exemption ou une réduction de l'impôt sur les sociétés, puis respecter toutes les conditions qu'ils vous ont données à la lettre. Donc le mieux est qu'une personne, de préférence appartenant au département financier de votre entreprise, vous aide à effectuer cette demande pour montrer à quel point vous considérez cette demande d'exemption ou de réduction comme importante pour votre entreprise. Puis tous les ans, vous devrez vous assurer que les critères qui vous ont permis de bénéficier de cette réduction ou de cette exemption fiscale sont toujours respectés les années suivantes. Donc, votre agent des impôts vous demandera sans doute de renouveler cette demande d'exemption ou de réduction. Vous l'avez compris, il s'agit d'une procédure qui est difficile, parfois longue, mais surtout, malheureusement, incertaine. C'est vraiment le problème en Chine. Le résultat d'une telle procédure n'est jamais certain et n'est jamais garanti non plus. Il s'agit en effet toujours, en définitive, de la décision du Bureau des impôts et il n'y a absolument aucune garantie que la procédure aura une issue positive pour votre entreprise. C'est évidemment ce que je suis en train de vous dire, la dernière chose que vous voulez entendre, mais c'est hélas comme ça que les choses fonctionnent en Chine. À présent, si vous n'avez pas créé d'entreprise en Chine, il y a toujours un débat sur le critère d'établissement permanent ou de résidence de l'entreprise. Ce sur quoi, là, nous allons nous pencher dès à présent.
L'établissement permanent intéresse principalement l'entreprise qui n'est pas établie en Chine, mais qui a des projets et des employés qui travaillent en Chine. Si votre entreprise remplit les critères de la résidence en Chine, l'impôt sur les sociétés doit être payé dans ce pays et calculé sur les projets qui ont été conduits en Chine. Vous devez donc impérativement savoir si votre entreprise sera considérée comme ayant son établissement ou sa résidence en Chine. Ce critère est mentionné dans tous les accords de double taxation et donc vous devez absolument savoir quels sont les critères établis par les traités ou accords de double taxation applicables entre le pays d'origine ou le pays de votre entreprise mère et la Chine pour savoir si votre entreprise sera considérée comme telle en Chine, afin d'optimiser la structure de votre entreprise. Si votre entreprise est considérée comme étant résidente en Chine, vous devez alors vous poser la question de savoir si vous ne devriez pas mieux créer une entreprise en Chine, évidemment. À présent, parlons du prix de transfert ou transfer pricing pour les entreprises multinationales. Pour les entreprises multinationales, ça a toujours été un point de difficulté en Chine. Cela le devient de plus en plus également pour les petites ou moyennes entreprises. Alors, étudions le calcul du prix de transfert entre les parties qui sont en relation. En Chine, on applique le principe de proximité. Donc, nous parlons ici de fonds transférés de Chine vers la société mère ou les fonds transférés de la société mère vers l'entreprise en Chine ou entre les filiales d'un même groupe. À ce propos, vous devez absolument vous renseigner pour savoir quels sont les documents qui vont être exigés afin d'être soumis aux différents bureaux des impôts. Vous devriez les avoir préparés avant de soumettre votre demande auprès du bureau des impôts. En effet, vous devez soumettre la documentation exigée, le dossier, dans les 20 à 28 jours du dépôt de votre demande. Si vous n'arrivez pas à respecter cette date limite, le bureau des taxes vous donnera une amende pour non-respect des délais imposés. Pour votre information, le prix d'une contravention en Chine n'est pas forcément très important. Le problème est plutôt que le bureau des impôts va considérer que vous ne respectez pas les délais. Vous ne devez en revanche pas forcément vous acquitter de cette obligation, et cela dépend évidemment du secteur dans lequel votre entreprise a son activité. Mais vous ne devez donc pas vous acquitter de cette obligation si votre activité n'atteint pas les 20 millions de renminbi, voire même les 40 millions de renminbi. Donc pour les startups, il n'y a pas vraiment à s'en faire en termes de documents à préparer, en termes de transfer pricing. La question que l'on a en revanche fréquemment de la part de nos clients qui atteignent ces seuils de revenus permettant aux autorités d'exiger les documents justificatifs relatifs au prix de transfert est de savoir comment l'évaluation de l'entreprise est effectuée. Bon, leur question, en effet, est de savoir si l'évaluation effectuée de l'entreprise effectuée en Chine est fiable. Bon, sachez simplement que nous avons eu des cas où les entreprises soudoyaient les auditeurs, ce dont on se rendait compte a posteriori quand plusieurs rapports étaient rendus. Et bon, évidemment, ça posait des problèmes importants vis-à-vis du bureau des impôts, vous pouvez vous en douter. À présent, parlons de l'impôt à la source pratiqué sur les entreprises ou de l'impôt appelé la withholding tax. Ce que vous devez savoir, c'est que, d'abord, la withholding tax est un impôt qui est prélevé sur les entreprises qui ne sont pas établies en Chine. Ensuite, c'est un impôt qui va concerner les dividendes et la distribution des bénéfices, les revenus tirés des droits d'exploitation d'un brevet, d'une licence, ou les revenus tirés d'un bail, ou tout autre revenu considéré comme imposable. Le taux de cet impôt à la source est de 20%. En fonction du traité applicable entre la Chine et le pays dans lequel votre entreprise est établie, ce taux peut être réduit jusqu'à 10%, voire même 5%. C'est donc pour vous très important, quand vous définissez la stratégie de votre entreprise
et que vous prévoyez des transactions internationales entre vos entités, que vous connaissiez les traités fiscaux applicables avec la Chine et le pays en cause, et en particulier le taux de l'impôt à la source ou de la withholding tax pour les revenus tirés de l'activité en Chine. À propos des accords fiscaux avec la Chine, il y a 99 accords fiscaux ratifiés par la Chine. Il est intéressant à ce propos de souligner que concernant les pays membres de l'Union européenne, la plupart des accords fiscaux avec la Chine ont été récemment renégociés ou sont en processus de ratification. Historiquement, l'accord fiscal entre Hong Kong et la Chine était le plus avantageux, avec le taux d'imposition à la source le plus bas. Et c'est la raison pour laquelle toutes les entreprises ont créé des holdings à Hong Kong pour leurs investisseurs en Chine, leurs investissements en Chine. Mais avec ces nouveaux traités fiscaux avec les pays membres de l'Union européenne, ce n'est plus forcément le cas et les taux applicables sont les mêmes que ceux de l'accord fiscal avec Hong Kong. C'est pourquoi nous voyons de plus en plus d'entreprises, et elles font bien, ayant une stratégie directement entre l'Europe et la Chine. Il est donc crucial, pour que vous optimisiez vos coûts, de bien connaître les traités fiscaux applicables avec la Chine lors de la définition de vos transactions internationales. Ce que nous observons avec nos clients en revanche, c'est qu'ils font l'erreur de ne pas prendre en considération les transactions internationales dans la stratégie de leur entreprise parce qu'ils sont des startups. Bon, quand on est une start-up, on essaye simplement de créer sa start-up, de vendre ses produits et on ne se soucie pas du rapatriement de ses profits. Mais 4 ou 5 ans après le lancement de votre start-up, quand cela fonctionne bien, il faut forcément penser au rapatriement des profits. Et se pose alors la question de la withholding tax. Si vous êtes déjà établi en Chine, c'est peut-être le bon moment pour étudier les stratégies de rapatriement des profits hors de Chine et d'étudier les procédures à suivre en interne pour se soumettre aux exigences posées par des accords fiscaux applicables. Il s'agit de toutes les façons de la manière dont vous aurez à structurer votre entreprise. À présent, parlons de la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, qui est un sujet extrêmement épineux en Chine. En effet, la TVA est en quelque sorte un impôt commercial en Chine. La TVA sur la vente de biens est de 17%, tandis que la TVA sur la vente de services est en général de 6%, dépendant du type de service en cause et de la ville dans laquelle le service est rendu. La clé à ce sujet est de comprendre comment lire la TVA sur les factures, c'est-à-dire les FAPIAO TVA. Comment la TVA marche ici en Chine? Si une entreprise à responsabilité demande à bénéficier du régime réel normal ou du statut de General VAT Taxpayer, vous devez acheter des FAPIAO TVA et à chaque transaction, vous émettrez ces FAPIAO. Quand vous êtes une start-up, au début de votre activité, le bureau des impôts veut vérifier que votre activité va bien se porter et que le nombre de vos transactions augmente. Donc le bureau, à ce moment-là, le bureau des impôts va d'abord vous donner un carnet de quelques FAPIAO, genre entre 25 et 50, avec une valeur de 10 000 renminbi. Puis progressivement, s'il constate que vous demandez de plus en plus de FAPIAO et que vous avez de plus en plus de transactions, ces FAPIAO, le montant de ces FAPIAO augmentera et sera de 100 000 renminbi. Si vous avez des transactions plus importantes que 100 000 renminbi, vous devez alors demander au bureau des taxes de vous émettre une FAPIAO avec un montant spécial. Les FAPIAO avec TVA sont réellement un sujet important et je vous ai scanné une FAPIAO sur la slide qui s'affiche pour que vous voyez à quoi cela ressemble. À propos des FAPIAO avec TVA, il y a deux choses que vous devez impérativement savoir. Vous devez non seulement acheter le carnet de FAPIAO, mais vous devez aussi acheter le logiciel ainsi que l'imprimante à FAPIAO au bureau des impôts. Ce logiciel retrace toutes les transactions opérées par l'entreprise,
qu'elles concernent des ventes de marchandises ou de services. Ce logiciel de TVA calcule le taux de TVA et le montant de votre imposition à la TVA. Une fois que vous savez cela, vous imprimez vos FAPIAO avec la TVA et vous le remettez à vos clients. De façon additionnelle à la TVA, il y a également des surtaxes, principalement la surtaxe d'éducation et l'impôt sur la construction. Le montant de ces surtaxes n'est en général pas extrêmement important et évidemment dépend du montant de la transaction. Mais la plupart des entreprises étrangères, et ça vous devez impérativement le savoir, oublient de les inclure dans les factures qu'ils émettent. En effet, on a vu des cas où les entreprises avaient totalement éludé le calcul des surtaxes additionnelles à la TVA, ce qui a faussé leur calcul de TVA et les a mis dans une situation extrêmement délicate vis-à-vis de leurs clients et du bureau des impôts. Donc, mon conseil est de vous assurer que vous incluez bien ces surtaxes dans votre comptabilité et dans l'émission de vos factures. Penchons-nous à présent toujours sur la TVA sur les services. Il s'agit d'un nouveau régime depuis 2013 avec l'abolition de la business tax. Alors, dans le tableau qui s'affiche sur la slide, j'ai souligné la différence entre l'ancien taux de business tax en comparaison avec le taux actuel de TVA. Comme je vous le disais, la plupart des entreprises de services seront imposées à un taux de 6%. Comme vous le voyez dans le tableau, les entreprises dans la logistique sont en revanche imposées à 11%. Peu important l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous allez être soumis à ces taux de TVA dès que vous pratiquez un des services tombant dans la catégorie qui sont listées sur ce tableau. Il y a 4 autres types de services, principalement dans le secteur des télécommunications, ainsi que dans 3 autres secteurs qui ont, pour votre information, été soumis à une réforme de la TVA cette année. Toujours à propos de la TVA, nous aimerions parler plus avant de la TVA sur l'exportation de services dits modernes. Cela veut dire que les entreprises qui sont basées en Chine et qui fournissent un service à une entreprise à l'étranger peuvent demander à être exemptées de la TVA ou rembourser du paiement de la TVA qui a été effectué. Pour obtenir un tel remboursement ou être exempté de TVA, il faut en revanche suivre des critères extrêmement stricts. Vous devez donc, pour ce faire, vous rapprocher de votre agent des impôts, lui expliquer votre situation afin qu'il vous donne la liste des documents que vous devrez fournir afin de bénéficier de l'exemption de TVA ou du remboursement de la TVA effectuée. Comment émettre vos factures? Il s'agit d'un sujet également très important puisque en relation avec la TVA, la question est en effet la suivante. À quel moment donnez-vous la FAPIAO à votre client? En Occident, vous avez votre facture sur Excel, vous l'imprimez et vous la donnez à votre client. En revanche, en Chine, vous avez différentes options. La première option est d'émettre la facture avec TVA directement à votre client. Vous n'avez donc plus qu'à attendre que votre client paye cette facture. Mais le problème est le suivant. Vous pouvez avoir des délais avec votre client, des délais de paiement qui peuvent être de 30 jours, de 90 jours, de 120 jours, et peut-être que vous n'allez jamais être payé par votre client. Et là, le problème rencontré est qu'une fois que cette facture a été émise, vous devez impérativement déclarer la TVA sur cette facture et surtout la payer. Vous aurez donc facilement ou très rapidement un problème de cash flow. Et ce besoin en fonds de roulement ou problème de cash flow est extrêmement important pour votre entreprise, en particulier lors de son lancement. C'est donc pourquoi vous avez une deuxième option en termes d'émission de ces factures, qui est celle d'émettre une facture pro forma. Là, la facture pro forma est une facture en Excel qui sera donnée à votre client et qui mentionne un délai de paiement sur lequel vous allez trouver un accord. 30, 60 ou 90 jours.
Puis votre client va vous payer, ce qui va vous permettre d'émettre une facture avec TVA sur la base de laquelle vous allez pouvoir déclarer puis payer votre TVA. Il faut que vous soyez bien conscient que ce sujet est vraiment important pour votre entreprise, en particulier pour votre start-up. Et avoir décidé de ce sujet préalablement vous aidera vraiment beaucoup d'un point de vue financier lors du lancement de votre entreprise. Évidemment, certains de vos clients exigeront que vous émettiez la facture avec TVA directement et d'autres ne l'exigeront absolument pas. La délivrance de cette FAPIAO fait réellement partie de la négociation de votre contrat avec votre client. Mais vous devez impérativement entamer la négociation à ce sujet au préalable de vos transactions commerciales avec vos clients. Ce qui est très important, et cela est lié à la tenue de votre comptabilité, c'est que vous devez rentrer la facture assortie de TVA le même mois que la création de cette facture. Si vous entrez en effet vos factures avec du retard, cela va poser des problèmes aussi bien avec le bureau des impôts qu'avec votre auditeur. Donc il est très important que vous sachiez également cela. Quelques observations sur la TVA pour les entreprises en Chine, en particulier sur l'impact financier et fiscal pour les entreprises en Chine. La première question que vous devez vous poser est celle de savoir à quel régime fiscal votre entreprise est soumise. Est-il mieux pour vous d'être assujetti au régime du réel normal ou GVAT Payer, ou est-il mieux pour vous d'être assujetti au régime de franchise ou Small Scale Taxpayer? Bon, de par notre expérience chez Kohler, nous vous conseillons de demander le statut de GVAT Payer. En effet, vous ne voulez pas perdre des deals avec vos clients parce que vos clients vous demandent d'émettre une facture assortie de la TVA à 17% et que vous ne pouvez pas les émettre. Vous devez donc savoir quel est le taux de TVA applicable aux transactions que vous effectuerez et comment vous les déclarez. Vous devez donc, par conséquent, classer ces services, les services que vous fournirez, en particulier pour les services logistiques. Si vous ne fournissez en revanche pas de services logistiques, tous les autres services sont soumis à un taux de TVA de 6% pour les GVAT Taxpayers et de 3% pour les entreprises assujetties au régime du Small Scale Taxpayer. La prochaine question est souvent la suivante. Pouvez-vous facturer la TVA à vos clients? Bon, on en a déjà parlé précédemment. Oui, en théorie, les FAPIAO avec TVA, les factures incluent le prix du service, la TVA et les surtaxes. Donc, oui, vous pouvez facturer la TVA à vos clients. Mes deux dernières slides sont un résumé de tous les impôts applicables à votre entreprise en Chine. De mon point de vue, l'impôt le plus important est l'impôt sur la consommation. Quand vous importez par exemple des produits de luxe, vous devez vous acquitter de l'impôt sur la consommation, qui est un taux différent des autres taux d'imposition applicables sur d'autres produits. L'impôt foncier et l'impôt sur l'immobilier ne sont des impôts applicables que si vous possédez un terrain ou un immeuble, par exemple les bureaux dans lesquels votre entreprise va être établie. Puis il existe aussi des droits de douane, l'impôt sur les véhicules, le droit de timbre, etc. Parmi ces impôts, les plus importants sont le droit de douane, et vous devez connaître quel est le droit de douane qui est applicable à votre entreprise, et le droit de timbre qui, pour tous les contrats signés en Chine, s'applique. Votre bail, par exemple, un contrat de travail, une transaction commerciale, tous ces contrats doivent être soumis au droit de timbre qui est payé à la fin et qui est payable à la fin de l'année en fonction du nombre de contrats que votre entreprise aura signés. Vous devez donc tout le temps vous assurer que vos documents et vos contrats sont à jour afin de bien vous acquitter du droit de timbre sur chacun d'entre eux à la fin de l'année. Simplement pour conclure, les obligations annuelles de conformité. Nous avons parlé des obligations annuelles de conformité en Chine dans notre précédent séminaire en ligne en français. Mais ces obligations annuelles de conformité sont en définitive part entière du système comptable et fiscal chinois, vous l'aurez compris. Vous devez en effet effectuer un audit annuel
vous acquitter de la déclaration ainsi que du paiement de l'impôt sur les revenus des particuliers, de l'impôt sur les bénéfices, effectuer votre inscription annuelle et le renouvellement des certificats ou la mise à jour de la licence commerciale, le cas échéant. Bien, c'était la dernière slide de ce séminaire en ligne. J'espère avoir été assez complète et claire pour tous nos auditeurs. Si vous avez des questions à propos des sujets qui ont été abordés lors de ce séminaire aujourd'hui, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur votre situation en particulier par mail. En outre, tous les participants qui sont enregistrés dans ce séminaire en ligne recevront cette présentation par mail. Si vous avez apprécié cette conférence en ligne, n'hésitez pas à nous le dire et à nous faire parvenir vos remarques aux adresses qui s'affichent sur la slide. Et enfin, nous publions de façon régulière sur les réseaux sociaux, sur les pages LinkedIn, YouTube et Xing de Color Group. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'investissement et la fiscalité des sociétés étrangères implantées à Hong Kong, Singapour ou en Chine, abonnez-vous gratuitement dès aujourd'hui à notre magazine et à nos conférences en ligne sur notre chaîne YouTube ou suivez-nous sur LinkedIn ou sur colorservices.com. Je vous remercie beaucoup à tous et à bientôt.